Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Monde aujourd'hui. On commence par les titres. Les militaires qui sont impliqués... Au Cameroun, le gouvernement ouvre une enquête sur des présumées exécutions sommaires de l'armée révélées par une vidéo. Jean-Pierre Bemba sera-t-il candidat à la présidentielle en RDC? Son camp le souhaite et le pouvoir, lui, prône la démocratie. Après le sommet de l'OTAN à Bruxelles, où il a obtenu l'engagement des alliés à augmenter leurs dépenses militaires, Donald Trump est arrivé ce jeudi à Londres. C'est une actualité qui fait débat au Cameroun. De présumées exécutions sommaires des civils par l'armée camerounaise ont été révélées dans une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux. Une enquête est en cours depuis hier. Qu'est-ce qui peut justifier l'ouverture d'une telle enquête au sein de l'armée? Notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap, nous apporte des éléments de réponse dans ce reportage. Ce qui peut justifier l'ouverture de cette enquête, d'abord, c'est sans doute le contenu de la vidéo. Elle a été publiée mardi sur les réseaux sociaux, mettant en scène deux militaires dont le treillis ressemble étrangement à celui qu'arborent les soldats camerounais. Les deux militaires exécutent deux femmes portant chacune un enfant après leur avoir bandé les yeux. Les 4 victimes ont reçu au total une vingtaine de balles dans un paysage qui, lui aussi, ressemble à celui de la région de l'extrême nord où l'armée camerounaise lutte contre Boko Haram depuis 2015. La vidéo a suscité de vives réactions au Cameroun. 2 organisations de défense des droits de l'homme ont condamné ce qu'elles ont appelé les exécutions sommaires de l'armée camerounaise. Pour le gouvernement, il s'agit d'une fake news. Un fake news réalisé sous forme d'un document vidéo circule depuis quelque temps sur Internet et les réseaux sociaux, attribuant aux forces de défense camerounaises des actes odieux d'exécution sommaire perpétrés sur des personnes civiles. Il s'agit à l'évidence d'une autre manœuvre de désinformation grossière dont les faits projetés n'ont aucun rapport avec l'action menée par les forces de défense et de sécurité dans le cadre des missions qui leur sont confiées. Toujours au Cameroun, plusieurs personnes, dont des civils, ont été tuées depuis lundi à Koumba, ville de la province du sud-ouest anglophone, où des échanges de tirs entre militaires et séparatistes armés ont été enregistrés entre mercredi soir et ce jeudi matin. Fin ce jeudi à minuit de l'opération de dépôt des candidatures aux législatives provinciales en RDC. En fait, la fin de l'opération a été prévue pour le dimanche 8 juillet. Ce report n'a, semble-t-il, rien gâché dans les locaux de la CENI à Goma, comme dans la plupart des bureaux de réception en RDC. C'est au dernier jour qu'il y a eu un engouement particulier. Notre correspondant à Goma, Charlie Kassereka, nous en dit plus. Ils viennent en fanfare avec des chandeliers partisans aux allures d'une pré-campagne électorale. Dans la salle de réception du bureau de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, certains mettent les derniers points sur leur dossier de candidature et d'autres sont tout simplement contents de voir leur dossier accepté par les bureaux de réception. Que ce soit celui qui a déposé les premiers, celui qui dépose les derniers, tous les dossiers seront traités à la CENI. Mais nous voulions nous rassurer de nos dossiers, de toutes les pièces que la CENI voudrait avoir, si réellement nous les avons, et effectivement nous les avons. C'est comme ça que nous avons préféré déposer aujourd'hui. C'est notre souhait que la CENI travaille dans la transparence. Dans cette ambiance, les partis formant l'Assemble, une coalition des partis politiques de l'opposition soutenant l'opposant en exil Moïse Katumbi, viennent aussi déposer leur candidature, mais posent toujours des préalables, entre autres les retours au pays de leur président Katumbi. Parce que nous sommes prêts, c'est pourquoi nous sommes venus déposer nos candidatures, mais nous posons toujours nos préalables. Et il y a la révision du fichier, il y a la machine à voter et tant d'autres.
Parmi ceux qui viennent déposer les dossiers de candidature, il y a aussi des jeunes qui souhaitent un changement radical dans les institutions de l'État. Je suis tout d'abord dans la trentaine. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. J'ai une vision et je pense apporter ma part, Jusqu'à ce jeudi dans la soirée, une cinquantaine de dossiers a été enregistrés et l'opération continue jusqu'à minuit. Jusqu'hier, on avait déjà traité 48 candidatures, mais c'est un bilan vraiment provisoire. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, maintient le début de la réception des candidatures à la présidentielle et aux législatives à la date du 25 juillet prochain. Je suis Charles Kassereka pour VOA Afrique, Goma. Toujours en RDC, le parti de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, acquitté par la CPI, a ouvert ce jeudi les travaux de son congrès à Kinshasa, à 5 mois de la présidentielle du 23 décembre, où l'opposant est vu comme candidat naturel par ses partisans. Du côté du pouvoir, on semble serein et l'on ne craint ni une éventuelle participation de Jean-Pierre Bemba, ni d'autres figures de l'opposition. C'est du moins ce qu'a déclaré à VOA Afrique le Premier ministre Bruno Tshibala. Nous pensons que la démocratie pour laquelle nous nous sommes battus, moi particulièrement, plus de 36 ans de combat, doit fonctionner dans notre pays. Donc il faut qu'il y ait des forces compétitives qui s'affrontent et permettent au peuple souverain de trancher. Et nous pensons, en ce qui nous concerne, nous au niveau du gouvernement, que la démocratie jouera. C'est la règle du nombre. Que je sache, je pense que les forces qui sont derrière ce gouvernement qui a réussi au plan politique, économique, social, feront une grande bérésina dans le sens d'avoir la majorité qui lui permettra de gouverner le pays demain, en vue de perpétuer les prouesses, les performances que nous avons observées pendant que nous sommes aux affaires, dans l'intérêt, bien évidemment, du peuple congolais. Dans un autre pays, tout à côté, en Côte d'Ivoire, le PDCI, un des deux grands partis de la coalition au pouvoir dans le pays, n'a été ni consulté ni informé pour la formation du nouveau gouvernement annoncé mardi. Un gouvernement qui compte pourtant une douzaine de ministres issus de cette formation. Le PDCI, qui a soutenu la candidature victorieuse d'Alassane Ouattara au précédent scrutin de 2010 et 2015, exige la réciprocité pour qu'un candidat unique issu de ces rangs se présente en 2020. Toute chose que refuse le RDR d'Alassane Ouattara. Et puis, la Chine a une nouvelle ambassade au Burkina Faso. Elle a été inaugurée ce jeudi dans la capitale burkinabé, un peu plus d'un mois après le rétablissement des relations diplomatiques entre Pékin et Ouagadougou. Le Premier ministre burkinabé Paul Kaba Diéba s'est dit honoré d'accueillir officiellement la Chine sur son sol, cela après 24 années d'interruption. La Chine envisage notamment la construction d'un grand hôpital à Bobo-Dioulasso, qui est la deuxième ville du pays. Les Nations Unies exhortent le gouvernement du Soudan du Sud à poursuivre les auteurs des meurtres et de viols collectifs perpétrés dans les villages. Selon le nouveau rapport du Bureau des droits de l'homme de l'ONU, plus de 200 personnes ont été tuées par les groupes armés durant la guerre civile qui ravage le pays depuis 2013. Le point avec Blanche Sanou. Plus de 232 civils tués, 120 femmes et filles victimes de viols collectifs, parmi lesquelles une fillette de 4 ans. Ces chiffres sont annoncés après une enquête du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies entre le 16 avril et le 24 mai. Ces recherches ont permis d'identifier 3 commandants soupçonnés d'avoir la plus grande responsabilité dans ces violences. Ce rapport énumère les violations dont certaines pourraient constituer des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Donc une cour de justice devrait statuer sur la nature des crimes. Des personnes âgées, des handicapés et des enfants très jeunes ont été brûlés vifs lors de l'attaque de 40 villages. D'effroyables atrocités contre les civils ont été commises par les deux camps, telles que décrites dans le rapport.
La pire partie du conflit dans ce pays, c'est la douleur et l'angoisse de beaucoup de femmes, et en particulier la violence sexiste, c'est-à-dire le viol. Le pire, c'est aussi que ce n'est pas seulement les femmes qui ont été victimes, mais des enfants très très jeunes. Nous avons entendu des histoires tellement odieuses et horribles. Massacres ethniques, enrôlement d'enfants soldats, viols de masse, meurtres, tortures. Ce conflit a laissé des milliers de personnes dans la détresse mentale et la stigmatisation. Un mal profond qui mérite des actions selon les Nations Unies. La principale recommandation est de demander des comptes aux auteurs et le gouvernement du Soudan du Sud a accepté en principe la création d'un tribunal hybride pour ces crimes. Et nous espérons qu'avec le soutien de l'Union africaine, qui est chargée de mettre en place cette cour, les poursuites vont commencer. Depuis 2013, le Soudan du Sud s'est enfoncé dans une guerre civile quand le président Salva Kiir a accusé son ex-vice-président Riek Machar de fomenter un coup d'État. Un conflit qui depuis lors a fait des milliers de morts et de nombreux déplacés. La semaine dernière, les rebelles ont rejeté un plan de paix visant à réintégrer Machar au poste de vice-président en vertu d'un accord conclu suite à des négociations en Ouganda. Ajoutons par ailleurs que le Parlement sud-soudanais a adopté aujourd'hui une loi prolongeant de 3 ans le mandat des autorités de transition, dont celui du président Salva Kiir, ce qui pourrait nuire aux actuels pourparlers de paix. À Bruxelles, Donald Trump a obtenu l'engagement des Alliés d'accélérer la cadence pour augmenter leurs dépenses militaires. Le président américain a déclaré être très content des résultats obtenus à l'issue des 2 journées du sommet de l'OTAN. Les précisions avec Irénée Herman-Umbo. La pression de Donald Trump sur ses partenaires de l'OTAN semble avoir payé. Les Alliés vont mettre sur la table très rapidement 33 milliards de dollars, en plus des 957 milliards que les 29 consacrent à leur défense. Ils ont accepté d'accélérer le rythme de l'augmentation de leurs dépenses militaires et de parvenir plus tôt que 2024 au partage équitable des charges de l'organisation. Partager équitablement des charges sous-entend tout ce que nous faisons. Il y a quelques années, nous avons réduit nos budgets de défense. Maintenant, nous y ajoutons des milliards. M. Trump estime d'ailleurs que c'est grâce à lui que l'OTAN sort beaucoup plus renforcée de ce sommet. Je peux vous rassurer que l'OTAN est à présent comme une machine bien réglée. Les gens payent ce qu'ils n'ont jamais payé et ils sont heureux de le faire. Et les États-Unis sont traités désormais de manière plus équitable. Des propos que partage son homologue français Emmanuel Macron. Tout le monde s'est engagé à augmenter les dépenses, conformément à ce qui avait été acté en 2014. Tout le monde s'est engagé à confirmer cette trajectoire et tout le monde s'est engagé à respecter les objectifs que nous nous étions donnés. Une bonne nouvelle pour Washington qui dépense 3,5% de son PIB pour la défense et finance environ 70% du budget de l'OTAN. Au-delà de l'accord obtenu lors de ces assises de Bruxelles, une quinzaine de pays dont l'Allemagne, le Canada, l'Italie et la Belgique sont encore très loin de l'objectif avec moins de 1,4% de leur PIB pour la défense en 2018. Après le sommet de l'OTAN à Bruxelles, le président Donald Trump s'est rendu en Grande-Bretagne. Deuxième étape de sa tournée européenne, sa visite qui inclut des discussions avec Theresa May et une rencontre avec la reine Elisabeth II portera en particulier sur les liens commerciaux avec Londres, qui souhaite ardemment signer un accord de libre-échange avec Washington après le Brexit en mars 2019. L'indépendantiste catalan Carles Puigdemont reste en Allemagne en raison d'une demande de remise espagnole. Peut-être extradé, ne pourra y être jugé pour rébellion comme le voulait Madrid. C'est ce qu'a tranché jeudi la justice allemande. Vous regardez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique en direct de Washington. Merci pour votre fidélité.
Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique. 30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions. Nous sommes en direct chaque jeudi à 19h temps universel. Washington Forum sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires. Vous regardez Le Monde aujourd'hui, le journal de VOA Afrique en direct de Washington. Voici les titres de cette deuxième partie. 40 ans que la fécondation in vitro a vu le jour, le premier bébé éprouvette est toujours vivant. Nous irons au musée des sciences de Londres où une exposition est consacrée à cette avancée technologique et médicale. En sport, France-Croatie s'est invitée dans les débats jusqu'au sommet de l'OTAN à Bruxelles. Les présidents français et croates ont le cœur à la finale. Et nous serons là. Et à propos de Coupe du Monde, la gastronomie russe fait couler la salive aux nombreux fans de football venus sur place. Nous vous servirons le menu dans ce journal. C'est jeudi et donc notre rubrique hebdomadaire est consacrée à la santé. En plateau avec nous, Mouamadou Oumfa. Mouamadou, bonsoir. Bonsoir John. Mouamadou, vous revenez de voyage? Oui, je reviens de RDC, un grand et beau pays. Alors, un pays que nous avons visité donc récemment en effet. Et l'actualité, c'était Ebola. Et quelles sont les dernières nouvelles? Bien, c'était d'ailleurs une surprise de constater sur le terrain que Ebola n'est plus un mystère pour les populations. D'ailleurs, à Kinshasa, Goma et Lubumbashi, on a constaté que les gens en parlaient un peu moins que ce qu'on pensait en arrivant. Il faut dire que les différents responsables au niveau de l'OMS, de Médecins sans frontières et même du ministère de la Santé, ils n'ont pas cessé de répéter que la RDC avait une tradition de lutte contre les épidémies d'Ebola. C'est quand même la 9e épidémie du genre et que les communautés et les autorités ont assez d'expérience pour faire face à la situation. Alors, d'ici une dizaine de jours, d'après nos informations, les autorités devraient déclarer officiellement la fin de l'épidémie et elles préparent déjà différentes étapes. L'on annonce par exemple un plan de désengagement de 21 jours qui vise à réduire progressivement les activités et les effectifs dans les zones affectées. Un plan de stabilisation est aussi en préparation. Il s'agit de consolider les acquis de 3 mois à partir de la fin de l'épidémie d'Ebola. Il s'agit de tirer les leçons de la riposte et en dégager les perspectives pour l'avenir. Et il y a enfin un plan de résilience de 3 mois qui vise à renforcer la capacité du système de santé congolais et à surveiller, détecter et répondre plus efficacement aux épidémies sur le long terme. Alors, si les nouvelles sont positives pour Ebola, ce n'est pas le cas pour le choléra, notamment dans la zone du Kasaï oriental, où on a enregistré une flambée donc, de choléra. Tout à fait, John. Le choléra est une autre maladie bien connue dans ce pays où l'accès à l'eau potable reste vraiment problématique pour de nombreuses populations, surtout celles qui vivent dans les zones rurales. Au siège de l'OMS à Kinshasa, l'on nous a expliqué qu'il y a 3 provinces dans lesquelles les cas déclarés ont dépassé les cas généralement enregistrés en cette période de l'année. Il s'agit des provinces du Sankourou, du Sud-Kivu et du Kasaï oriental. Le ministère de la Santé et ses partenaires ont déployé des équipes dans ces provinces pour soigner les malades et traiter les points d'eau. Aux dernières nouvelles, John, la situation s'est stabilisée. Médecins sans frontières a par exemple indiqué aujourd'hui dans un communiqué que la mortalité liée au choléra a chuté de 23% à 8% dans le chef-lieu du Kasaï oriental. Mais il faut espérer qu'à long terme, les gens auront accès à l'eau potable parce que c'est en fait là le nœud du problème.
Alors, le nœud du problème, ce serait peut-être aussi le sida, et nous sommes en pleine Coupe du Monde, et Médecins sans frontières a décidé de sensibiliser. Oui, MSF a en fait produit une vidéo où l'on peut voir le footballeur congolais Chabani Nonda, bien connu des Congolais, inviter les populations à se faire dépister pour connaître leur statut sérologique et surtout à ne pas discriminer les personnes vivant avec le VIH. Pour les responsables de MSF, cette campagne peut donner un coup de fouet à la lutte contre la maladie dans un contexte où les gens ont encore peur de faire leur test et d'être reconnus comme séropositifs. C'est d'ailleurs de cela que nous parlons, John, ce samedi dans l'émission Votre santé, votre avenir, c'est sur VOA Afrique à partir de 8h30, temps universel. Merci Mohamedou Oumfa. Je rappelle que vous êtes donc co-présentateur de l'émission Votre santé, votre avenir qui passe sur VOA Afrique et ses chaînes partenaires. Merci d'être venu. Merci John. Et bon retour. Ce mois marque les 40 ans de la naissance du premier bébé éprouvette. Le 25 juillet 1978, d'une technique de fertilisation appelée fécondation in vitro. Ce bébé britannique, Louise Brown, a fait son petit bout de chemin. Aujourd'hui, Louise est mariée. Elle a 2 enfants nés par procréation naturelle. Pour célébrer les 40 ans de l'avancée technologique qu'est la fécondation, autant pour moi, in vitro, une exposition se tient au Musée des sciences de Londres. Dilidico nous en dit plus. La naissance du premier bébé éprouvette il y a 40 ans a été accueillie par des réactions de joie et de stupéfaction, mais aussi de la méfiance. Il y a littéralement des millions de bébés qui sont nés grâce à ce traitement révolutionnaire, innovant. Les patients ont désormais les familles qu'ils espéraient avoir. La naissance de bébé Louise en 1978 a été également reçue avec crainte et suspicion. Certaines personnes pensaient que la FIV dévaloriserait la vie humaine. Au Musée des sciences de Londres, une exposition intitulée « FIV, 6 millions de bébés plus tard » inclut des effets personnels prêtés par la famille Brown. Mais les déceptions sont encore plus nombreuses car 70% des fertilisations par cette procédure échouent. Ce fut le cas pour Emma Lake. Toutes mes amies sont à un moment de leur vie où elles décident d'avoir des enfants. J'ai donc l'impression de perdre cette connexion avec les personnes de mon âge. Malgré ces échecs, la recherche pour le développement de la Un générique qui ne trompe pas, place au journal de la Coupe du Monde. Yacouba Ouidraogo, fidèle au poste, est là, bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à tous. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Eh bien, vous le savez, il n'y a pas de match aujourd'hui et demain. Tous les regards sont désormais tournés vers la finale de dimanche entre la France et la Croatie. Les Croates ont réalisé hier une grosse performance en écartant les Anglais en demi-finale 2-1 jusqu'au bout du suspense dans les prolongations. Tout naturellement, Zagreb a explosé de joie au coup de sifflet final. Plus de 30 000 fans euphoriques se sont réunis sur la place principale de la capitale croate. Suivez plutôt. Voilà, et ce n'est pas tout. Eh bien, voyez les membres du gouvernement croate en conseil des ministres ce matin, tous habillés aux couleurs de l'équipe nationale, fiers de leur pays qui va jouer sa toute première finale en Coupe du Monde. L'intérêt pour la Croatie est monté en flèche. L'Office de tourisme a annoncé que la consultation de son site internet a quadruplé, plus de 250% de pages consultées depuis le triomphe de la bande de Luka Modric. Et puis la finale, France-Croatie, est au cœur des débats jusqu'au sommet de l'OTAN à Bruxelles. Eh bien, la présidente croate s'est réjouie naturellement de cette qualification historique de son pays pour la finale.
Nous n'avons pas exactement regardé le match en direct, mais nous l'avons suivi au cours du dîner. L'ambiance était merveilleuse parce que tous les alliés applaudissaient pour nous, la plupart en tout cas. C'est bon que 4 équipes de l'Alliance aient joué les demi-finales. Le président Macron et moi serons à Moscou dimanche pour encourager nos équipes. Le président Macron et le président Emmanuel Macron, justement, n'a pas échappé à la question. Voici sa réponse. L'Europe est en finale. C'est déjà une très belle nouvelle. Il y a 4 équipes européennes en demi. Et on a deux belles équipes. Et vous savez, le soutien fort que j'apporte à nos Bleus. Donc, je ne ferai aucun pronostic. Mais il y aura tout un pays derrière eux avec beaucoup de force, beaucoup d'enthousiasme. Quand on a vu ce qu'ils ont su soulever il y a 2 jours, avec sans doute un peu de fébrilité, mais avec la volonté de rapporter une coupe et une 2e étoile. Et pour terminer, je vous propose de regarder cette image. C'est Malang Diédou, certains l'ont reconnu, l'arbitre international sénégalais. C'est lui qui va arbitrer cette finale France-Croatie dimanche à 15h temps universel. Alors on dira que le meilleur gagne, John. Alors que le meilleur gagne, mais plutôt que l'Afrique est aussi en finale d'une manière ou d'une autre. Merci Yacouba. De la Coupe du Monde, on n'en finit pas de parler, mais cette fois en soupe de mouton ou en caviar, en passant par la langue de veau. La gastronomie russe est maintenant appréciée par les fans de football du monde entier qui sont en Russie pour la Coupe du Monde. Donc, Mariama Diallo nous en dit plus. C'est un récit d'Arzuma Compaoré. Avant le début de la Coupe du Monde 2018, la cuisine russe était inconnue de nombreux fans de football. De la soupe de bortsch à base de betterave à un plat à base de poisson harengue, des œufs à la mayonnaise aux boulettes de pelmeni locales ou encore de la salade de pommes de terre russe, les fans ont pu découvrir la culture du pays à travers sa nourriture. Nous avons mangé de la nourriture traditionnelle russe, de la viande fumée et j'ai savouré un ragoût de mouton. Je n'arrive même pas à me souvenir de ce que je mangeais. Un soupe de mouton et légumes, je crois. C'était vraiment bon. Beaucoup de rire à ces tables de supporters, brésiliens pour la plupart. Ils étaient heureux de découvrir des mets différents de la nourriture russe typique. C'était une pâte qui avait un jaune d'œuf, un fromage léger. C'était si bon que j'ai commandé un autre, et un autre, et un autre. La bière était également en grande demande. Le manager de ce bar a même décidé de rendre les clients spéciaux en les servant dans un récipient traditionnel russe habituellement utilisé pour chauffer de l'eau pour le thé. Alors que le tournoi tire à sa fin, que leurs équipes aient gagné ou non, bon nombre de fans rentrent chez eux avec des goûts nouveaux et peut-être une bouteille de vodka russe. Autant dit que les restaurateurs vont devenir milliardaires là-bas. En tout cas, si vous souhaitez être milliardaire, c'est possible. Le magazine Forbes a publié sa liste des femmes les plus riches au monde. Kylie Jenner en fait partie. Elle occupe la 27e position dans ce classement. La star des réseaux sociaux et directrice d'une compagnie de cosmétiques fait la une du magazine. Sa fortune s'élèverait à plus de 900 millions de dollars américains. La plus jeune du clan Jenner Kardashian est sur la bonne voie pour devenir la plus jeune milliardaire. Un titre qui est encore détenu par Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain vendredi. D'ici là, restez fidèles au programme de VOA Afrique et de votre chaîne. Au revoir.